BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Erwan Maurice. Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdocom, l'émission qui déshabille la com des marques. Notre invité aujourd'hui, Christophe Barbier, l'ancien directeur de la rédaction de l'Express. Il lance un nouvel hebdomadaire politique, Franc-Tireur, qui arrive en kiosque le 17 novembre. Auto-revendiqué pourfendeur des extrémismes, pas anodin à quelques mois de la présidentielle, il vient nous raconter. Puis nous retrouverons Valérie Potin pour le décryptage de la semaine sur le marché publicitaire qui commence enfin à retrouver des couleurs. Et puis dans une vingtaine de minutes, notre zoom sur les métaverses. On ne parle plus que de ça depuis les annonces de Facebook, le groupe de Mark Zuckerberg qui a changé de nom pour devenir Meta. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les applications concrètes? On parlera notamment de l'utilisation du métaverse dans le jeu vidéo avec nos invités. Frédéric Saint-Sardos, directeur général de Socialasme Paris du groupe Havas, et Jérôme Valu, associé chez Cassiopée, enseignant à Sciences Po. Voilà le programme. Tout de suite, les news. BFM Business, Hebdocom. L'actu. Il a l'acteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric Roy. Bonjour Erwan. Merci beaucoup. Pas mal d'actualités, on va voir ça tout de suite et on va vous faire réagir d'ailleurs, Frédéric, à toutes ces actualités que nous présente aujourd'hui Julien Casqui. Bonjour Julien. Bonjour Erwan. Journaliste BFM Business. Julien, on commence comme chaque semaine le 360 des actus avec ces jours-ci la tournée de la lanceuse d'alerte de Facebook en Europe. Et oui, c'est Frances Haugen qui s'est exprimée cette semaine devant la Commission européenne et le Parlement européen avant d'être auditionné à Paris et au Sénat cette semaine. Un soutien de taille à l'Union européenne au moment justement où l'Europe souhaite accélérer ses projets de régulation des géants du numérique. Elle a notamment appelé à faire voter le règlement européen sur les services numériques et sur les marchés numériques qui devront être discutés au premier semestre 2022. Ça va être un poids, ça va être un atout, Frédéric, potentiellement pour l'Union européenne qui cherche quand même oui, sans aucun doute. à tirer ce dossier. Oui, sans aucun doute. Bon, c'était un événement important de la semaine d'ailleurs. Elle a notamment, Frances Haugen, alerté sur l'usage des métaverses. On y reviendra dans cette émission. Ça sera le sujet de notre Zoom dans quelques minutes. Dans l'actualité également, Julien, une pépite de la French Tech qui passe sous pavillon américain. Et oui, cette pépite, c'est Molotov, le spécialiste de la télévision en streaming. Molotov qui a été racheté par Fubo TV. Vous l'avez vu pour un montant de 164 millions d'euros. Objectif pour l'américain Fubo TV, conquérir le marché européen et déployer la technologie de Molotov dans d'autres pays. On rappelle que Molotov avait fait l'objet déjà de tentatives de rachat infructueuses par notamment les opérateurs télécoms et les groupes audiovisuels français. Bon, Frédéric, on perd une belle boîte française, ça va peut-être lui permettre de grandir. C'est ça, c'est un peu, c'est le destin heureux pour l'actionnaire qui quand même encaisse quelques millions. Ça va mieux. Et puis un peu dommage pour notre industrie parce que manifestement, c'est plus facile de vendre à un Américain qu'à un Européen ou à un Français. Et son fondateur Jean-David Blanc reste PDG de Molotov. Dans l'actualité du streaming, Julien, c'est Apple qui ouvre un studio de musique et de radio et ça se passe à Paris. Et oui, ça se passe à Paris, à l'Apple Store des Champs-Élysées pour ses 40 ans. Ce sera le 5e, les 40 ans de la marque évidemment, ce sera le 5e studio de ce type après ceux de Los Angeles, New York, Nashville et Londres. Il permettra aux artistes francophones et aux nouveaux talents d'enregistrer leur musique et d'animer leurs propres émissions de radio. Merci Julien, on se retrouve très vite. Frédéric, bien sûr, vous restez avec nous. On accueille tout de suite notre invité de la semaine, Christophe Barbier, ancien directeur de la rédaction de l'Express. Il lance un nouvel hebdomadaire politique, Franc-Tireur, en kiosque le 17 novembre. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour à tous, bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous ce week-end sur BFM Business. Nouveau magazine hebdomadaire, donc Franc-Tireur, édité par le groupe de presse CMI. À quelques mois là maintenant de la présidentielle, qu'est-ce que vous voulez en faire de ce nouvel arrivant là sur un hebdomadaire d'opinion, un hebdomadaire de combat avec un S. C'est Franc-Tireur. Ils ont des cibles, ils ont des adversaires, des ennemis, tous ceux qui sont dans le combat contre la raison. Voilà. Nous sommes les héritiers modestes
de Voltaire, de Hugo, de Camus, de Raymond Aron, et nous allons remettre la raison au cœur du débat et attaquer ceux extrémistes politiques ou extrémistes des débats intellectuels qui sortent de la raison et qui, en sortant de la raison, on peut penser aux antipasses sanitaires, on peut penser aux décolonialistes, on peut penser à Zemmour ou à Mélenchon, en sortant de la raison, eh bien, sortent de l'universalisme républicain. Et l'universalisme républicain, c'est notre combat. On voyait justement ce à quoi ressemblera ce magazine, hein, avec la couverture qui ne sera pas la première une, mais enfin c'est typiquement ce dont vous allez parler. C'était un numéro 0, on envoyait dos à dos, on attaquait Mélenchon et Zemmour avec un dessin donc, de Margot Lemeur, une jeune dessinatrice de 25 ans que nous lançons dans le grand bain. Et donc, à quelques mois de la présidentielle, tout ça n'est pas anodin. Vous comptez avoir un rôle aussi dans cette période. Oui, bien sûr, cette présidentielle est le reflet de son époque. Nous sommes dans une époque avec polarisation des violences, des extrémismes, des obscurantismes, où on peut, avec les réseaux sociaux, répandre des mensonges et entraîner les gens dans les fausses vérités. Nous allons combattre cela, et au cœur de cela, il y a la présidentielle, avec, on le voit, une surenchère à chaque extrême, et tous les jours ou presque, des vérités à rétablir, des mensonges à combattre. Frédéric Roy. C'est toujours le même problème en fait avec la vérité, les fausses vérités, c'est que les gens qui y croient, ils sont dans leur monde. La question est, je loue le lancement de franc-tireur pour rétablir la vérité, mais pour le coup, est-ce que ça risque pas de s'adresser finalement à des gens qui sont déjà convaincus et pas toucher ceux qui croient les fake news, quoi. Alors, bien sûr, nous sommes ravis de donner à ceux qui sont convaincus que la raison est un combat, une arme, une collection de textes pour défendre cette opinion. Mais nous espérons aussi, en parlant très fort, en étant très offensif et même un peu acide dans les titres, dans le style, dans l'attaque, dans le dessin, en étant un peu acide, nous espérons attirer aussi ceux qui se sont laissés embobiner et qui vont se dire tiens, mais d'habitude les modérés, ils parlent dans un coin à voix basse, ils nous laissent dire, ils nous laissent pérorer. Eh bien là non, ils se bougent. On va aller voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et là, on peut espérer une confrontation et peut-être ramener vers la raison ceux qui sont partis vers la déraison. Bon, ça va être du print, du papier. On dit beaucoup qu'il y a une crise de la presse. On n'arrête pas d'en parler, mais c'est pas nouveau. Ça fait maintenant quelques années. Vous faites quand même ce pari. Il y a de la place, selon vous, pour un nouvel acteur comme oui. le vôtre. Il y a de la place pour un nouvel acteur parce que dans le domaine de l'infopinion, il n'y a pas tant de titres que cela. Nous sommes sur un format 8 pages très dynamique, très tonique, qui peut rappeler le Canard enchaîné. Donc, on est sur ce segment de presse. Il existe déjà. Ça sortira le même jour, d'ailleurs. Même jour, mercredi, 2 € pour le prix. Et puis, la presse est en crise, mais cette crise, c'est une mutation. Dans cette mutation, le retour du papier, d'un hebdo-papier qu'on va montrer quand on en est le lecteur, dans une fonction un peu de manifeste, je pense que ça a toute sa place. Mais il va falloir faire beaucoup de bruit pour que ça... Voilà, pour qu'on l'entende justement au-delà des kiosques, pour que les gens viennent en kiosque. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça ? On va s'attaquer à des personnages hauts en couleur, on va s'y attaquer crûment. On aura une double page enquête chaque semaine où sur 15 000 signes, on ira au fond d'un sujet avec de la véritable investigation sur tous ces ennemis de la République. Et puis on aura une dernière page portrait qui s'intitule Le portrait qui fâche. Et je peux vous dire que ceux qui seront croqués dans ce portrait, ils seront vraiment fâchés. D'accord. Ça va être offensif quand même. Oui, ça doit être offensif, parce qu'on a trop pris l'habitude de laisser les déraisonnables parler fort, puis de se dire le bon sens va l'emporter, soyons patients, soyons tolérants, soyons pédagogues. Non, il faut parler fort, il faut être offensif, ce qui n'exclut pas la nuance, le raisonnement, l'argument. Il ne faut pas tomber dans l'invective, comme on le reproche aux extrêmes. Un mot sur le business model, pas de publicité. Pas de publicité. Tout est misé sur la vente en kiosque, avec évidemment un kiosque numérique où on pourra acheter les numéros en PDF. On veut que ce soit un journal vivant, dans l'agora qu'est la ville, que les kiosquiers aient toute leur place et que tout soit dévolu aux idées. Donc pas de publicité, pas de photos. C'est le dessin de presse qui est en lui-même un éditorial. Et on le sait aujourd'hui plus encore qu'il y a quelques années. Le dessin de presse aura toute sa place aussi en vitrine et à l'intérieur du journal. Frédéric Roy. Mais vous serez sur les réseaux sociaux, parce que le bruit il se fait quand même aujourd'hui beaucoup là, quoi. On sera sur les réseaux sociaux, on y est déjà avec un fil Twitter. On aura des vidéos, soit de réaction à une actu qui n'attendra pas la semaine suivante, soit des vidéos assez longues où on a des rencontres avec des intellectuels dont on veut promouvoir la pensée parce qu'ils sont de l'ordre de la raison. On pourra trouver tout cela sur le site et sur les réseaux sociaux. Bien entendu, on y sera présent. Donc, et le journal, lui, en kiosque, numérique. En kiosque. Mais là aussi, où sont les jeunes ? Parce que c'est quand même important. Les fake news, souvent, c'est les jeunes qui y croient. Pas toujours, mais quand même. Alors, il y a un travail que personne ne peut faire à sa place, c'est le travail de l'école. Ça, c'est évident. Il y a les familles. Je pense que ce journal, par sa facilité d'accès pour les jeunes, 8 pages, des papiers courts, 2 €, a sa place pour éviter qu'une jeunesse
motivés, politisés, aillent dans les mauvais combats. Or, on l'a vu récemment, les combats décolonialistes, les combats indigénistes, les combats de l'intersectionnalité ont fait des ravages dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire auprès des étudiants. Ça sera notre cible prioritaire, exister parmi ces populations-là qui sont parfois entraînées par de mauvais gourous. Est-ce que vous savez, Christophe Barbier, pourquoi Daniel Kretinsky, à la tête de CMI, parie sur ce nouveau magazine, il met 1 million d'euros ? Oui, d'abord parce que tous les 6 mois, le groupe veut lancer un titre. Il y a eu S il y a quelques mois, il y a Franc-Tireur, donc être présent dans un groupe vivant qui se développe. Et puis je pense que c'est un acteur profondément européen. Au cœur du combat des extrêmes, il y a le détricotage de l'Europe, la destruction de l'Europe pour un retour au souverainisme, au nationalisme, donc au bellicisme. Et cet actionnaire veut se mêler de ce combat et participer. Et pour tout vous dire, il nous laisse une indépendance totale. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé au téléphone. Un dernier mot, Frédéric Roy. Le journal doit survivre au présidentiel. Vous savez, il ne faut pas parier sur le pire, parce qu'on pourrait se dire, ah là là, si un extrémiste pouvait être élu président, chic, ça serait bon pour le journal. Non, je pense que les combats pour la raison vont continuer après la présidentielle. Parce que tous les thèmes qu'on a évoqués sur les sujets de société, sur les sujets de mœurs, ceux-là, ils continueront. Il y aura des mensonges dans d'autres domaines que la politique, bien après la présidentielle. Franc-Tireur, nouvel hebdomadaire politique, donc à retrouver dès le 17 novembre dans les kiosques. Merci beaucoup Christophe Barbier d'avoir été avec nous. Tout de suite, les campagnes qui ont retenu notre attention, Frédéric Roy, cette semaine. Beaucoup de campagnes, hein. Et on commence peut-être avec ce très beau film là, du joaillier Tiffany. Tiffany qui fait partie désormais de la galaxie du luxe des LVMH, qui dévoile donc une campagne télé autour du couple emblématique Beyoncé Jay-Z. Ils sont mis en scène dans des moments de leur vie sur une musique de Beyoncé qui nous montre aussi le fameux diamant de Tiffany, 128 carats. Bon, une paille. Une broutille. Voilà, bon, il fallait quand même pour mettre en valeur ce Beyoncé. Catherine a porté cette pièce légendaire de la marque. C'est aussi, Frédéric, le rajeunissement de la marque Tiffany, derrière tout ça, LVMH, qui met quand même les moyens. La pipolisation aussi de la marque, quoi. On sait maintenant que le luxe, ça doit être porté par les gens qu'on connaît, et évidemment. Rihanna, par ailleurs, voilà, qui sont des stars aussi qui sont aimées des jeunes. Autre campagne, bon, elle est complètement autre chose, cette fois-ci avec vous, Frédéric. Campagne choc, mais on y est habitué, c'est la nouvelle campagne de 30 millions d'amis. Ouais, on y est habitué, mais pour le coup, elle a un propos assez différent d'habitude, parce que cette fois-ci, on se met en quelque sorte à la place des animaux. Ouais. C'est-à-dire que il y a pas de la cruauté est vue de l'intérieur, si on peut dire. On entend aussi le cri, le cri de ces bêtes maltraitées. C'est Bruno Aveillant, grand photographe qu'on connaît plutôt justement dans les films de luxe, Cartier, Guerlain, etc., qui a shooté ce film pour 30 millions d'amis. C'est l'agence Altman Pacro qui l'a conçu. Et je trouve qu'il est particulièrement frappant. Il est très beau. Mais horrible. Mais il est horrible, absolument. Mais c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est quand même de rappeler que les animaux, ils ont aussi, sinon une âme, en tout cas, des sentiments, et que il faut pas les blesser. Ben non. Moi, ce que j'ai toujours du mal quand même à comprendre avec ces campagnes, c'est que ça fait du mal à ceux qui aiment les animaux. Enfin, moi, je souffre quand je vois ces campagnes. Ceux qui n'ont rien à faire du bien-être animal, est-ce que ça les touche autant? C'est une excellente question, Erwan. Voilà, c'était ma réflexion personnelle. Voilà. Bon, allez, toute autre chose pour terminer avec la campagne de la FDJ. Extrait. Bien, 150 pour madame, 160 pour vous monsieur, 170, 180, 190, quel beau suspense. 6410. 6410. Adjugé, vendu. 6410 pour ce coq en céramique, bravo. Heureusement. Avec l'appli FDJ, vous pouvez fixer vos propres limites de mise. 6410, le coq en céramique, ça fait quand même... c'est un peu cher, non? Oui, c'est un peu cher, mais bon, voilà, c'est une manière aussi de rappeler qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les jeux. Manière de communiquer aussi sur les mesures mises en place pour éviter les abus, toujours sur le ton humoristique de la FDJ qu'on connaît bien. Allez, place tout de suite au décryptage de la semaine avec Valérie Potin. Bonjour Valérie. Bonjour Erwan. Merci de revenir nous voir Valérie. Décryptage cette semaine du marché publicitaire qui commence enfin à retrouver quelques couleurs. C'est en tout cas ce que nous dit un baromètre donc cette semaine. Absolument, ce baromètre c'est le baromètre unifié du marché publicitaire, le fameux BUMP dont on parle d'ailleurs assez régulièrement sur ce plateau et qui agrège les données de l'IRSN
l'IREP, de France Pub et de Kantar. Il confirme en fait une reprise qui avait déjà été un petit peu observée depuis le début de l'année. Et là, on observe qu'à la fin du troisième trimestre, les recettes publicitaires, elles sont à 10,285 milliards d'euros, ce qui est bien, ce qui est évidemment nettement mieux qu'en 2020. Maintenant, 2020 n'est pas une année de référence. Ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout déjà mieux qu'en 2019. On est à plus 5,1%. Donc ça, ça veut dire que voilà, à date, le marché a été assez réactif, ce qui est plutôt mieux que ce qu'on a vécu, par exemple, en 2008, où il a fallu plusieurs années pour en arriver là. Quand on regarde un petit peu plus dans le détail, évidemment, sans surprise, les recettes du digital, elles, ont continué de progresser. Donc, il n'y a pas de rien de nouveau sous le soleil, on va dire. Sur les médias traditionnels, c'est un petit peu plus nuancé. Il y a bien entendu un mieux par rapport à 2020. En revanche, il y a toujours un petit retrait, moins 6,1 ou 6,8%, pardon, par rapport à 2019. Vous parlez de la radio, la télévision ? Alors là, on va parler des médias en général. Après, c'est vrai que la télévision est un petit peu un cas à part. C'est le seul média finalement qui tire un peu son épingle du jeu, dans le sens où lui finit, à date en tout cas, se retrouve à plus de 2,6% par rapport à 2019. Donc là, ça confirme quelque part ce qu'on a tous un petit peu observé ces derniers mois, c'est que la télévision, avec les confinements, est devenue ou s'est réimposée comme vraiment un média de référence, malgré aussi le digital qui est toujours là. C'était déjà, et c'est resté le grand canal d'information, le canal de divertissement, le canal pour occuper son temps finalement. Il y a peut-être eu aussi un petit effet d'aubaine avec la saturation un peu des télétravailleurs qui se sont peut-être reportés aussi sur cet écran. Il y a aussi plus d'annonceurs. Oui, ça c'est une autre bonne nouvelle. Il y a plus d'annonceurs, même si finalement en valeur, il n'y a pas eu on n'est pas au maximum un peu partout, ce qui signifie que globalement ces annonceurs investissent peut-être un petit peu moins, mais en tout cas ils sont plus nombreux, ils sont parfois aussi assez inattendus. Je reviens sur la télévision par exemple, on s'est aperçu que ces derniers temps, la télé est redevenue le média de prédilection des GAFAM, à l'exception de Facebook. On a des Amazon qui font partie maintenant du top 10 des annonceurs et qui investissent la moitié de leur budget, Microsoft qui est à 80 et quelques %. Donc on voit vraiment que c'est devenu un vrai média. D'autres explications peut-être pour expliquer le fait qu'on ait plus d'annonceurs désormais ? Oui, évidemment, parce que là on parlait de la télé et des GAFAM, mais ce qu'il faut observer, c'est que finalement il y a eu, on l'a évoqué, une digitalisation et une diversification des modes, des usages déjà, des modes de consommation et de l'offre des médias. Ce qui fait que du coup, on s'est retrouvé mécaniquement avec plus d'espace pour communiquer, de manière un petit peu plus ciblée sur des populations un petit peu restreintes, et aussi avec des budgets un petit peu plus accessible. Ce qui fait que finalement, on se retrouve avec des médias, une fois encore la télé, avec les télés locales par exemple, qui sont devenus beaucoup plus accessibles à d'autres marques. Et ben comme quoi, cette crise, elle a eu quand même pas mal d'impact sur les médias, et pas que négatif, bien sûr. On peut le voir à travers ces chiffres que vous venez nous commenter pour nous. Merci beaucoup Valérie. Merci. Pour ce décryptage. Place tout de suite au Zoom de la semaine. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Et Zoom cette semaine sur le métaverse, ce monde virtuel qui pourrait devenir une extension de nous carrément, sur le modèle du jeu vidéo Second Life que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Un phénomène largement relancé par Facebook il y a quelques jours, rebaptisé Meta par son fondateur Mark Zuckerberg. Derrière tout ça, bien sûr, plein d'opportunités business aussi, on en parle avec nos invités. J'accueille Frédéric Saint-Sardeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Hebdocom, directeur général de Socialas Paris, du groupe Havas, et Jérôme Valu. Bonjour Jérôme. Bonjour Erwan. Associé chez Cassiopée, enseignant à Sciences Po. Frédéric Roy, vous êtes toujours avec nous, on va parler de sujets passionnants. Moi j'ai appris plein de choses, j'ai appris qu'on pouvait acheter des paires de baskets virtuelles sur le métaverse en NFT, c'est-à-dire des baskets qu'on ne portera jamais. Ça va quand même très très loin. Je rappelle quand même en un chiffre que 3 personnes sur 10 ont déjà entendu parler du métaverse. C'est quand même assez faible pour le moment, on va pas se le cacher. Est-ce qu'on peut commencer peut-être, Jérôme Valu, par justement rappeler de quoi il s'agit exactement? Il s'agit d'un monde virtuel où on va être représenté virtuellement, alors pour le moment par des avatars à facettes, donc qui ne nous ressemblent pas, mais peut-être qu'un jour ils nous ressembleront, on en reparlera, et où on va pouvoir évoluer, travailler,
parce que je pense que Zuckerberg, quand il a présenté la chose, a surtout montré la partie travail, mais où on va, je pense, et on en parlait juste avant le plateau, on va surtout pouvoir jouer, je pense, dans un premier temps. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs, Jérôme Valu. Voilà, alors oui, vous dansez du hip-hop dans le métaverse. Et d'ailleurs, alors vous nous disiez, ça ressemble pas forcément. Là, c'est quand même très ressemblant, je vous reconnais. Oui, mais alors c'était à Vivatech il y a 1 an ou 2 ans, il y avait une grosse capsule et on rentrait dans cette capsule, on était je sais plus, vous êtes scanné en fait, complètement, et après ce personnage, on pouvait le faire courir, danser, etc. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est l'avatar, ça risque d'être notre représentation à terme. Bah, vous avez une sacrée dégaine en tout cas, félicitations. Très bon hip-hop. Frédéric Roy. Alors, Havas, du coup, se lance dans ces mondes-là. Qu'est-ce que les marques vont pouvoir y faire? Qu'est-ce qu'elles vont devoir y faire ou ne pas y faire, pour le coup? Justement, c'est notre travail de les accompagner et de les aider à appréhender ces nouveaux univers, ou en tout cas l'apport de ces nouveaux univers dans notre quotidien, et d'être capable non seulement de ne pas en avoir peur ou de ne pas se demander trop où on va, mais de les maîtriser le plus possible pour pouvoir les utiliser au mieux, c'est-à-dire savoir où elle doit aller, quel métaverse, quelle audience dans ce métaverse. Est-ce que l'ADN correspond à l'ADN de ma marque? Est-ce que l'audience va être réceptive? Comment elle va être réceptive? Comment on doit échanger avec elle? Comment on doit participer à ces échanges-là? C'est pas rien, parce qu'aujourd'hui, on parlait, effectivement, il y a des métaverses, on pourra y revenir, mais différents types aujourd'hui de métaverses. Donc il faut bien le choisir. Et différentes applications, parce que là, on avait Mark Zuckerberg dans cette keynote assez incroyable, très visuelle, qui nous montrait, comme vous le disiez, Jérôme, les applications dans le travail, essentiellement travailler ensemble, à distance. Les confinements ont accéléré aussi tout ça. Ça part quand même du jeu vidéo, non? C'est vraiment là qu'on a commencé à parler de ça. Aujourd'hui, on a cette réalité que Fortnite, que League of Legends, que Minecraft avec Microsoft aussi. Enfin, on a cette réalité que les métavers sont plutôt avancés dans ces mondes-là. Avec déjà des applications business qui existent là-dedans. Avec des modèles économiques, des modèles économiques qui sont basés sur effectivement la capacité pour tout un chacun de venir développer des jeux notamment, avoir des interactions, mais aussi des transactions avec les autres utilisateurs et partager les revenus. Je pense que c'est un point très important dans le modèle, parce que c'est une nouveauté qui s'inscrit aussi dans les métaverses. Jérôme Valu. Et pour répondre à votre question, effectivement, les marques qui sont déjà dans League of Legends, puisqu'on voit Nike, on voit Louis Vuitton qui fabriquent des objets virtuels brandés à l'intérieur du jeu, mais également à l'extérieur. Donc on va voir, donc il va y avoir une espèce de mélange du réel et du virtuel autour de ces univers. Au mois de juin, un sac Gucci uniquement numérique a été vendu sur Roblox, une plateforme spécialisée, plus de 4 000 $. C'est plus cher que le prix du vrai sac qu'on peut porter. Frédéric Roy. Oui, c'est à la fois très enthousiasmant et même un tout petit peu inquiétant de temps en temps, mais vous le disiez tout à l'heure, Erwan, il y a eu Second Life. Second Life, c'était il y a 10 ans à peu près. Ça existe toujours, mais ça n'a pas fait ce qu'on disait que ça allait faire à l'époque. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ça, justement ? Sans doute, même à l'époque, quand j'ai créé Connect World en 97, Vuitton réfléchissait déjà à un mall. Déjà, et on était dans le CD-ROM à l'époque. Donc oui, peut-être que Second Life est en avance de phase, mais ils ont, comme World of Warcraft, ils ont commencé à dessiner ce que sera le métaverse. Et puis c'est comme la réalité virtuelle, on en parlait déjà il y a 20 ans, ça a mis beaucoup de temps à émerger, c'est seulement maintenant qu'on commence à voir les applications. Oui, mais il y a des effets accélérateurs depuis 2 ans, je dirais. C'est-à-dire qu'on sait que le métaverse, ça se définit, il faut une réalité informatique, on va dire, enfin en tout cas numérique, etc. Il faut aussi une finalité économique, il faut aussi avoir du monde, il faut avoir une foule. Et pour tout ça, depuis 2 ans, je pense qu'il y a une accélération, que ce soit avec le confinement ou que ce soit aussi avec l'effet avec les annonces de Zuckerberg, 10 milliards de dollars en 2021, parce que c'est 10 milliards de dollars en 2021 qui vont être investis. Ça fait quand même l'effet d'une bombe, j'ai envie de dire, dans ce monde-là. Et c'est un boulevard pour la publicité également qui doit se saisir du sujet dès maintenant. La communication. Je ne sais pas si c'est la même forme de publicité. C'est-à-dire que quelle relation les marques doivent avoir dans le métaverse, sans doute pas la même. C'est sans doute du positionnement d'objets, du positionnement de produits. Mais on l'a vécu avec les médias sociaux. Quand on a commencé à emmener les marques dans les médias sociaux, on a commencé à voir que ce ne serait pas la publicité classique, j'ai envie de dire, qui fonctionnerait. Là, c'est la même chose sur les métaverses. Rapidement, c'est aussi s'adresser aux jeunes qui ne regardent plus la télévision, ne lisent plus ou très peu, n'écoutent pas la radio. C'est une nouvelle manière de s'adresser à ce public ?
Alors, je peux peut-être prendre un exemple qu'on a développé, qui est l'Enfant Bleu. C'est une opération qui a été faite avec l'association L'Enfant Bleu sur Fortnite l'année dernière et qui était en fait la création d'un personnage dans L'Enfant Bleu, qui était un personnage bleu, et qui a permis de rentrer en contact avec des enfants. L'Enfant Bleu, c'est une association contre la maltraitance, qui a permis de rentrer en contact avec ces enfants qui, soit effectivement, n'avaient pas la possibilité de communiquer parce que dans leur environnement, c'est pas possible de parler à droite et à gauche, soit ne passaient pas, comme vous le disiez, par les médias classiques. Et là, ça a permis de les contacter. Et là, ça fonctionne. Frédéric Roy. Ça n'empêche que les réseaux sociaux sont déjà très critiqués pour des tas de raisons. Là, il y aura un avatar, donc ce sera faux par définition, puisqu'on se cachera derrière une autre personne. Là aussi, il y a des... Ou pas. Oui, mais c'est ça. La propagation des fake news ou des fausses personnes risque de s'amplifier. Il va falloir aussi d'ores et déjà penser à tout ça. Mais, je pense que ce qu'on doit enseigner aujourd'hui, c'est l'esprit critique. C'est l'idée que quand on regarde une image, elle n'est pas nécessairement vraie. Quand on entend quelque chose, ça n'est pas nécessairement vrai. C'est très difficile. Oui, absolument. Mais oui, les humanités restent la chose à enseigner et l'esprit critique va devenir un élément fondamental. Frédéric Saint-Sardos, d'un mot de conclusion, comment on regarde tout ça? Comment on peut imaginer que ce phénomène va aussi évoluer? D'abord, le virtuel devient une vraie réalité. C'est quand même un peu la phrase bateau, mais qui est vraie. Et le deuxième point, c'est qu'on est au départ, on s'en inquiète, j'ai envie de dire, on s'en soucie, on a envie de comprendre comment ça fonctionne assez tôt finalement. Et je trouve que c'est intéressant, si on se sert de ce qu'on a connu avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée des smartphones, avec l'arrivée des réseaux sociaux, qu'on les utilise au mieux pour finalement ce nouveau degré de digitalisation de notre quotidien. Je pense qu'on a les bonnes armes pour pouvoir le faire, en tout cas le plus sereinement possible, qu'il est possible. Oui, parce qu'on a aujourd'hui quasiment 80% des consommateurs qui prétendent que leur vie et leurs activités quotidiennes dépendent de la technologie. Ça sera certainement vrai aussi dans quelques années avec le métaverse. Merci beaucoup d'être venu commenter ces sujets. Frédéric Saint-Sardos, directeur général de Socialas Paris du groupe Havas, Jérôme Vallu, associé chez Cassiopée, enseignant à Sciences Po. Merci Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. On se retrouve la semaine prochaine dans Hebdocom. Bon week-end sur BFM Business. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.